docteur Maëlle Lebras, également une amie, collègue, qui est endocrinologue et qui connaît bien aussi l'hypopara. On travaille beaucoup en binôme, on a des patients communs. Et donc, tu vas nous parler de la prise en charge médicale de l'hypopara, un vaste programme en 30 minutes. C'est ça. Je commence par te remercier, Lucille, pour cette invitation. Avec un challenge, c'est vous parler de la prise en charge médicale de l'hypoparathyroïdie et des recommandations en 30 minutes. Donc, je suis médecin hospitalier à l'hôpital Nord, là, à l'AENEC, dans le service d'endocrinologie. Je n'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation. Je tiens à dire en tout premier lieu qu'à mon sens, il n'y a pas de dogme en médecine. Donc là, on me demande de vous faire un tour de table sur les recommandations. Bien entendu, qui dit recommandation dit dogme. Parfois, on est un petit peu dans la caricature. Il va falloir adapter ces recommandations à chaque personne et personnaliser le traitement. Donc, je vais faire quelque chose d'assez grossier dans les grandes lignes. Mais sachez que, bien entendu, il faut s'adapter à chaque personne qu'on a en face de nous en consultation. Alors, de la même façon, pour être très caricatural, si je prends le sens de la présentation de façon très littérale, quelles recommandations ? Eh ben, je me suis basée sur 3 publications qui sont récentes. Vous voyez que la première conférence internationale dédiée à l'hypoparathyroïdie, elle a été publiée en 2016. Donc c'est extrêmement récent dans l'histoire de la médecine. Vraiment une communauté d'experts qui se sont réunis, donc des Européens, des Américains, pour donner les premières grandes directions sur le traitement de l'hypoparathyroïdie. En France, on a eu l'année d'après, donc en 2017, la publication du PNDS, le Protocole national de diagnostic et de soins dans l'hypoparathyroïdie, qui est un texte qui est plus facile d'accès, il est en français, vous pouvez le trouver sur n'importe quel moteur de recherche. Et je pense que ça a été quand même un tournant pour les patients hypoparathyroïdiens, parce que c'est un réel support sur lequel les médecins peuvent s'appuyer, et notamment les médecins généralistes. Ça a permis de mieux faire connaître aussi l'hypoparathyroïdie, qui est une pathologie rare, comme on l'a déjà dit précédemment. Et puis de façon plus récente, donc ça date de l'année dernière, il y a des experts européens qui se sont réunis pour réaliser ces guidelines. Donc sur des pathologies parathyroïdiennes, il y a l'hyperpara, il y a l'hypopara. Il y a quand même 8 pages sur l'hypopara qui sont relativement détaillées, donc chez l'adulte et dans des situations particulières comme la grossesse. Et là aussi, on a des guidelines qui sont assez précises et je me suis basée sur ces recommandations pour la suite du programme. Donc voilà de quoi je vais parler. L'hypopara, c'est quoi ? Alors, comme Samuel a déjà très bien déblayé le train, je vais aller rapidement sur cette partie-là, parce que j'ai 30 minutes pour vous parler de tout. Quels objectifs pour le traitement ? Quel traitement on utilise de façon conventionnelle, donc dans les cas les plus généraux. Est-ce qu'il y a des moments dans la journée où il faut privilégier la prise des médicaments ? Quelles vont être les modalités, le rythme de surveillance ? Et puis, qu'est-ce qu'on fait dans les cas où, malheureusement, ce traitement dit conventionnel ne marche pas ? Alors, l'hypoparathyroïdie, je me permets juste de rappeler qu'on est bien au-delà d'un seul problème biologique. Hypoparathyroïdie, ce n'est pas un simple problème d'hypocalcémie. L'hypoparathyroïdie, c'est l'hypocalcémie et puis un défaut d'hormones, parathormones. Et c'est vraiment l'association des deux qui donne cette maladie qu'est l'hypoparathyroïdie. L'autre point qui me paraît important de soulever, c'est qu'un patient hypoparathyroïdien, le traitement va devoir s'inscrire dans la durée. C'est-à-dire que quand on est hypoparathyroïdien, c'est pour toute la vie. C'est une maladie que la médecine sait soigner, accompagner, mais on n'est pas en capacité de guérir les patients hypoparathyroïdiens quand l'hypoparathyroïdie est définitive, et donc le traitement sera à vie. Quels objectifs pour le traitement médicamenteux ? Voici les objectifs qui sont globalement retenus. Alors, on a un taux de calcémie idéalement entre 2 et 2,20 millimoles par litre, en sachant que je ne vous ai pas mis la norme, mais par exemple la norme du laboratoire au CHU de Nantes, c'est entre 2,20 et 2,50. Donc, volontairement, on cherche un objectif de calcémie un petit peu plus bas que la norme, voire même des fois un petit peu plus bas si ça permet de ne pas avoir de symptômes.
On va chercher une vitamine D dans la norme, donc moi je parle en nanogrammes par millilitre, entre 30 et 50, souvent un petit peu plus dans la normale supérieure. Un taux de phosphatémie dans la norme. Et puis toujours, on va essayer de viser la posologie qui est la plus faible pour permettre l'absence de symptômes. Et alors pourquoi est-ce qu'on vise la posologie la plus faible? Alors, on vise quand même l'absence de symptômes, parce que là, on est dans une maladie où on va beaucoup parler de qualité de vie, de confort de vie. Donc, l'un des objectifs principaux, c'est effectivement que les patients n'aient pas ces signes de sous-dosage. Donc, je ne vais pas détailler les symptômes parce que ça fera l'objet de la présentation qui suit. Mais les fourmillements, le brouillard cérébral, tous ces signes-là vont être d'autant plus importants que la calcémie va être basse. Et puis, je ne parle pas des crises de tétanie, des laryngospasmes qui peuvent être marqués d'autant plus que la calcémie est basse. Non, on vise la posologie la plus faible parce que si on surdose les patients et qu'on a un calcium qui s'élève, eh bien, non seulement on augmente le nombre de médicaments, ce qui n'est jamais très agréable à prendre, surtout si c'est des traitements qu'on prend dans la durée. Moins on prend de médicaments, et j'estime mieux c'est. Et puis, plus vous avez une calcémie élevée, et plus vous risquez les effets secondaires liés à ce surtraitement. Et l'un des effets principaux, le risque principal, ça va être l'hypercalciurie avec les calcifications rénales, la néphrocalcinose, l'insuffisance rénale. Et c'est quelque chose dont on va vouloir vraiment s'affranchir dans l'avenir des patients hypoparathyroïdiens. Alors, quel traitement on utilise pour les patients hypoparathyroïdiens? Donc là, je vais d'abord vous détailler le traitement conventionnel. Alors, le traitement conventionnel, il a ses limites, on en rediscutera. Le traitement conventionnel, il est basé sur l'apport de calcium adapté à l'âge, la supplémentation orale en calcium, la vitamine D et ses dérivés, et puis parfois la supplémentation en calcium. L'objectif de ce traitement, ça va être de forcer l'absorption digestive du calcium, mais c'est un traitement qu'on dit symptomatique. On ne remplace pas directement l'hormone manquante, donc on ne remplace pas la parathormone en utilisant ces outils. Alors je vais vous détailler un petit peu là, ces différentes lignes de traitement. Le premier, ce n'est pas un traitement médicamenteux en lui-même, c'est quels apports calciques on met en place dans l'alimentation pour couvrir ses besoins. Je ne vais pas vous détailler les différents aliments et le nombre de milligrammes apportés par un yaourt, etc. Parce que j'ai vu qu'il y avait Caroline et Lucie cet après-midi à la table ronde. Donc elles feront ça bien mieux que moi, nos collègues diététiciennes. Je me permets juste de vous donner le site du GRIO. Le GRIO, c'est le groupe de recherche et d'information sur l'ostéoporose. Et donc, ils ont fait un espace en ligne où vous pouvez remplir une enquête alimentaire pour avoir votre évaluation de quantité de calcium quotidienne. Donc le test prend à peu près 5 minutes. Il n'y a pas besoin d'inscription. Vous remplissez juste alors votre âge, votre genre, mais vous pouvez mettre n'importe quoi. S'il vous demande ça, c'est parce qu'il y a aussi une ABAC dessus où il vous donne les apports calciques recommandés en fonction de votre âge, en fonction de votre genre. Et donc pour un adulte, on est entre 900 et 1000 mg. Et par contre, pour les femmes ménopausées, pour les hommes de plus de 65 ans, on est à 1200 mg. Donc les besoins évoluent aussi en fonction de votre âge et des périodes de la vie. Sur la supplémentation orale en calcium, il y a différentes formes. Souvent, c'est du carbonate de calcium qu'on est amené à donner. Il peut être donné sous forme de calcium à sucer, à croquer, ou bien effervescent. On est en moyenne dans l'hypoparathyroïdie entre 1 et 2 grammes par jour. Ça va aussi dépendre des apports nutritionnels dans l'alimentation du patient. L'un des points à savoir, c'est que une supplémentation en calcium qui est prise de façon fractionnée va être plus efficace parce que si vous prenez tout le calcium en une seule fois, ça va saturer un petit peu les capacités de l'intestin à absorber le calcium. Et donc si vous prenez 500 mg 2 fois, vous serez plus efficace que si vous prenez 1 gramme en une seule fois. Et puis l'autre chose à savoir, c'est que si vous prenez le calcium en dehors du repas, eh bien l'absorption intestinale sera plus efficace aussi,
avec le risque d'oubli, parce que quand on a une vie active, c'est pas forcément simple de penser à 10h, à 16h de prendre son calcium. Donc parfois, il vaut mieux prendre le calcium pendant les repas et qu'il soit pris, plutôt que de le prendre en dehors des repas et qu'il soit oublié. Est-ce que vous tenez compte de son alimentation? Parce que 3 laitages par jour, c'est à peu près 500 mg de calcium d'apport. Est-ce que ce n'est pas trop pour un patient pour qui il faut 1200 mg de calcium qui sont prescrits quotidiennement? Est-ce qu'il n'y a pas, si vous voulez, un apport trop important du coup pour cette personne? Parce que moi, j'ai ce sentiment. Vous voyez, qu'une supplémentation en calcium que je prends, elle peut être contrariée par mon alimentation trop riche en produits laitiers. Alors, ensuite, c'est vraiment ce que je disais en tout premier lieu, c'est-à-dire qu'il faut s'adapter en fonction de chacun et que forcément... Est-ce que le patient, du coup, doit réduire la posologie de calcium médicamenteux? Voilà. En fonction de son alimentation, s'il prend quotidiennement 3 laitages, vous voyez? Oui, oui, on peut l'adapter ou pas? Il faut l'adapter. Il faut l'adapter. Alors, il faut adapter le traitement médicamenteux Mais ça, c'est à pas la vie du patient. dit par les médecins. C'est un message qu'on essaye de passer de plus en plus. On n'aura pas la même prescription de traitement médicamenteux pour quelqu'un qui a un produit laitier par jour ou pour quelqu'un qui a 4 produits laitiers par jour. Et ensuite, ça dépendra aussi de son bilan biologique. D'accord, donc il faut adapter quotidiennement sa posologie, du coup, et son ressenti. Quotidiennement, c'est toujours une question d'équilibre, et c'est sûr que dans une maladie comme l'hypoparathyroïdie, plus le mode de vie est similaire d'un jour à l'autre, et plus l'équilibre sera facile à trouver. C'est sûr que pour quelqu'un qui prend 4 produits laitiers un jour et 0 le lendemain, l'équilibre est beaucoup plus complexe à trouver. Oui. L'alimentation, c'est un médicament, en fait. Et on en reparlera. Bien sûr. Sur la table ronde en détail cet après-midi. D'accord. Parce que c'est des grandes questions. Ouais, on parlera vraiment de toutes les questions diététiques cet après-midi, si vous voulez aussi. Mais... Alors c'est vrai que le phosphore, j'en ai pas parlé dans ma présentation parce que je suis pas néphrologue, donc c'est pas mon corps de métier, on va dire. Je suppose que vous aurez l'intérêt d'en reparler cet après-midi. Sur le calcium, il y a aussi des patients qui ont beaucoup de difficultés à tolérer le calcium Perros parce que c'est un médicament qui n'est pas toujours simple à prendre, qui peut donner la bouche pâteuse, etc. Et qui donne des troubles digestifs. Ça peut donner des gaz, de la constipation et autres. Et donc, plus on trouve la dose minimale, et encore une fois, mieux c'est. Et il vaut mieux étaler dans la journée. Il vaut mieux fractionner le traitement. Sur la vitamine D, en fait, il n'y a pas une, mais des vitamines D. Alors, comment est-ce que ça fonctionne, la vitamine D ? On a dans l'alimentation un petit peu de vitamine D2, un petit peu de vitamine D3, mais la majorité de la vitamine qu'on dit non hydroxylée, elle est en fait synthétisée via la provitamine D3 à l'aide des rayons du soleil, et ça se passe au niveau de la peau. Ensuite, cette vitamine D3, elle est 25 hydroxylée au niveau du foie, où elle est stockée sous forme de 25 OH vitamine D. Donc ça, c'est la vitamine D de stockage, et c'est la vitamine qu'on dose quand on fait le bilan sanguin. C'est pas la vitamine D active. La vitamine D active, c'est la 1,25 OH vitamine D3, le calcitriol, qui va être issu de cette vitamine de stockage après un épisode de 1-alpha hydroxylation qui se passe au niveau du rein. La vitamine D active, c'est le schéma que vous montrait Samuel tout à l'heure, elle va agir de façon synergique avec la parathormone en favorisant l'absorption du calcium au niveau alimentaire, donc au niveau intestinal. Les médicaments qui sont de la vitamine D et ses dérivés, alors je vous ai mis quelques dénominations. On donne à la fois de la vitamine D3, donc du cholécalciférol, et on donne aussi de la vitamine D active, donc l'eurocaltrol, le 1-alpha,
pour les patients hypoparathyroïdiens. Donc c'est deux formes un petit peu différentes, mais dont l'objectif est d'être là aussi synergique, complémentaire. Le cholécalciférol, il peut se donner soit en gouttes quotidiennes, notamment c'est ce qu'on donne pour les nourrissons. Il peut se donner aussi plus fortement dosé en ampoules, ce qui permet de faire des traitements séquentiels, hebdomadaires ou mensuels, en fonction des besoins de chacun. Il peut être aussi associé au calcium, c'est-à-dire que vous avez des formes combinées avec calcium D3, vitamine D. Donc vous avez 500 mg de calcium et puis 400 unités de vitamine D3 dans le même comprimé. Le protocole de recharge, il est adapté en fonction du taux de 25 OH vitamine D et on l'adapte aussi en fonction de la saisonnalité, hein, parce que comme c'est une hormone qui est fabriquée à l'aide du soleil, les taux sont souvent plus bas en février-mars qu'en septembre-octobre. Et puis là, je vous ai mis un verre de jus d'orange parce que il faut savoir que les ampoules de vitamine D, notamment, si vous les prenez pures, c'est probablement le mieux. Il faut éviter de diluer la vitamine D dans un verre d'eau. C'est un produit qui est assez hydrophobe. Donc si vous le mettez dans un verre d'eau, ça va avoir tendance à se coller aux parois du verre. Et quand vous prendrez votre verre d'eau, vous allez perdre du produit. Donc un petit verre de jus d'orange ou bien carrément pur si vous en avez la possibilité. Sur la vitamine D active, donc c'est l'alpha-calcidose notamment qui est le plus connu. Là, la demi-vie est beaucoup plus courte que le cholécalciférol. Donc c'est un traitement qu'il va falloir prendre quotidiennement. Pour l'alpha-calcidol, c'est une prise par jour, ça suffit. Si par contre vous êtes sous Rocaltrol, là il faut plusieurs prises par jour parce que la demi-vie est plus courte. Et c'est un médicament pour lequel on a une réponse individuelle très variable. Donc là aussi, il va falloir s'adapter, il va falloir titrer le traitement et trouver la dose minimale qui sera efficace. Donc c'est des médicaments sur lesquels on est rarement au-dessus de 2 microgrammes par jour, maximum 3. Quand on est au-delà de ces besoins-là, il faut s'interroger sur les causes de cette résistance au traitement médicamenteux et puis essayer de trouver des alternatives. Ça aussi, on en discute un petit peu après. La supplémentation en magnésium, donc je l'ai mis dans la boîte à outils. Pourquoi ? Parce qu'une carence en magnésium va inhiber la synthèse de parathormones, c'est-à-dire que ça va entretenir l'hypocalcémie. Donc, vous ne serez pas efficace pour lutter contre l'hypocalcémie si vous n'avez pas réglé une éventuelle hypomagnésémie associée. La difficulté de ce traitement par magnésium, c'est que c'est un traitement qui n'est pas toujours très bien toléré, hein, ça donne des diarrhées. Et puis l'absorption digestive n'est pas toujours excellente, c'est-à-dire que pour des hypomagnésémies un petit peu marquées, il va y avoir besoin de beaucoup d'ampoules de magnésium pour faire remonter votre taux. Et puis la grande difficulté, c'est que c'est un traitement qui est à l'heure actuelle non remboursé, même s'il peut y avoir des dérogations possibles en faisant un courrier auprès du médecin conseil de la caisse d'assurance maladie. C'est variable, et c'est des remboursements aléatoires, c'est vraiment soumis à la décision du médecin conseil. Alors, j'en reparle juste là sur à quel moment est-ce qu'on prend les médicaments. Donc, vous me direz si ça répond à votre question. De façon assez synthétique, donc le calcium de préférence en dehors des repas et fractionner ses apports, donc 10 heures, 16 heures, voire 22 heures. Le magnésium, on évite le soir à cause de ce phénomène de diarrhée. Les diurétiques, on en reparlera un petit peu après, on évite le soir aussi parce que ça fait uriner et donc passer sa nuit à aller uriner n'est pas très agréable et n'est pas reposant. Et puis ensuite, il y a toutes les interactions médicamenteuses. Et c'est ça auquel il faut penser, surtout si l'hypoparathyroïdie est une conséquence d'une chirurgie thyroïdienne et qu'on a donc un traitement par hormone thyroïdienne. Le plus connu, c'est le lévothyrox, mais il y a aussi le TCAB, il y a aussi la L-thyroxynéning. Si vous avez un traitement par hormone thyroïdienne, il faut respecter un délai minimum de 2 heures, idéalement 4 heures, entre la prise des hormones thyroïdiennes et la prise éventuelle de calcium, de magnésium, protecteur gastrique IPP ou fer. Le magnésium, c'est pas un traitement qui va vous stimuler. Donc, généralement, le magnésium, pour les patients qui sont sous hormones thyroïdiennes, je leur conseille de prendre à midi.
Les modalités et le rythme de surveillance maintenant de ce traitement médicamenteux, l'efficacité, ça va être en tout premier lieu l'amélioration en termes de qualité de vie, de confort de vie. C'est vraiment un point essentiel pour les patients dans l'hypoparathyroïdie, parce que l'un des meilleurs marqueurs, ça va être est-ce qu'il y a une amélioration de cette qualité de vie. Et puis on a aussi des critères d'efficacité du traitement sur le plan sanguin, urinaire, et ensuite le retentissement, ce sera le bilan paraclinique. Donc tout ça, on fait à quel rythme ? Le confort de vie, la qualité de vie, ça c'est ce que le patient objective dans sa vie de tous les jours. Donc ça c'est du quotidien pour vous. Ça fait partie de la charge mentale du patient avec une maladie chronique. Le médecin, à chaque consultation, il doit pouvoir interroger le patient sur son ressenti actuel et est-ce qu'il y a des adaptations de traitement à faire ou est-ce que globalement les choses sont suffisamment contrôlées. Le bilan sanguin, on l'adapte au rythme de chacun. Habituellement, dans l'hypoparathyroïdie, c'est au moins 2 fois par an. Ça peut être plus fréquent, ça peut être trimestriel, ça peut être plus fréquent encore si besoin. L'un des points importants, c'est l'ordonnance pour faire un bilan sanguin en urgence, en cas de symptômes, pour pouvoir vérifier si effectivement on est en hypocalcémie. Et donc sur l'ordonnance du bilan sanguin, j'ai noté la calcémie. Alors ensuite, est-ce qu'il faut faire la calcémie totale, la calcémie corrigée à l'albumine, le calcium ionisé? Chacun a ses avantages et a ses inconvénients. On n'a pas une forme de calcium dosable qui réunit tous les avantages. Donc ça, c'est des choses dont on pourra discuter si vous le souhaitez. On dose le phosphore aussi. Le taux de vitamine D n'est pas dosé à chaque fois. C'est un taux qui n'est pas forcément pris en charge par la sécurité sociale. En tout cas, c'est un bon marqueur quand même, avoir un repère, parce que ça va bouger aussi en fonction de la saisonnalité. Donc le faire 1 à 2 fois par an est recommandé. Et puis la créatininémie et la fonction rénale, donc ce qu'on appelle le DFG, débit de filtration glomérulaire, apparaît aussi sur l'ordonnance. Le bilan urinaire, c'est souvent pénible à faire, mais c'est un élément qui est utile pour le retentissement rénal, tout comme l'échographie rénale, qui est utile pour évaluer le risque de lithiase, le risque de calcification rénale, de néphrocalcinose. Un bilan urinaire bien fait sur 24 heures, c'est pas si simple que ça. C'est vraiment un recueil qui est fait de 8h à 8h le lendemain. Donc généralement, les patients le font le dimanche. Moi, j'explique très précisément en consultation comment ça se passe parce que c'est vraiment difficile en fait de faire un recueil sur 24 heures, on le sait. Donc le recueil, si vous le faites un dimanche, parce que souvent on fait ça sur un week-end, il faut que ce soit dans un flacon suffisamment grand pour recueillir toutes les urines de 24 heures, donc que vous récupérez avant au laboratoire ou en pharmacie, dans un endroit frais. On commence le recueil, on va dire de façon arbitraire, à 8 heures. Ça veut dire que vous commencez la vessie vide, que les premières urines du matin, il faut aller aux toilettes, tirer la chasse d'eau, on ne les prend pas en compte. Et ensuite, à partir de 8 heures, on commence le recueil vessie vide. On va garder toutes les urines jusqu'au lendemain matin, donc lundi matin, 8 heures, avant d'aller au laboratoire. Ce qui veut dire que si vous allez aux toilettes dans la nuit du dimanche au lundi, il faut faire dans le bocal. Que le lundi matin, quand vous vous réveillez, il faut faire dans le bocal. Et que si vous allez à la selle, il faut d'abord faire dans le bocal et ensuite aller à la selle. Donc je rentre un petit peu dans les détails techniques, mais c'est important. Sur l'ordonnance pour le bilan urinaire, on met la créatininurique qui est un marqueur de qualité, donc la calciurie, et puis le sodium et l'urée, j'explique après pourquoi. Sur le bilan paraclinique, l'échographie rénale, habituellement conseillée de façon annuelle, surtout s'il y a une hypercalciurie ou s'il y a des antécédents de calcul. L'examen ophtalmo pour dépister une éventuelle opacification du cristallin, une cataracte, il faut la faire au moment du diagnostic de l'hypoparathyroïdie. Ensuite, c'est l'ophtalmologue qui guidera le rythme. Il n'y a pas de recommandation précise là-dessus. Alors, pourquoi est-ce qu'on cherche à limiter l'hypercalciurie ? Pour protéger les reins. Alors, je vous ai mis des objectifs
des objectifs théoriques à atteindre. La duresse, donc la quantité, le volume des urines des 24 heures, plus vous serez élevé et plus vous allez diluer l'excès de calcium et donc plus vous allez réduire le risque de complications au niveau des reins. La créatinurie, c'est un marqueur qui nous permet de savoir si le recueil a été suffisant, s'il n'y a pas eu des urines en excès ou des urines à l'inverse manquantes. Le taux de calciurie, là, c'est les seuils retenus en dessous desquels le risque de calcul est moindre. Et puis le sodium. Pourquoi est-ce qu'on regarde le sodium dans vos urines ? Parce qu'il a été démontré que plus on a un taux de sel dans les urines élevé, et le sel dans les urines, c'est le reflet du sel dans l'alimentation, et plus votre taux de calcium dans les urines est élevé. Donc l'un des objectifs aussi du traitement va être de limiter les apports en sel pour les patients qui ont une hypercalciurie. Et là encore, ce sera peut-être Caroline et Lucie qui nous éclaireront sur les aliments riches en sel, parce qu'ils sont cachés partout dans l'alimentation. Quand, en dépit d'un régime pauvre en sel, on a des difficultés à limiter cet excès de calcium urinaire, eh bien, on peut utiliser des diurétiques dits thiazidiques qui baissent le taux de calcium urinaire, mais qui vont aussi baisser la pression artérielle et puis le taux de potassium. Donc ça peut engendrer d'autres prises médicamenteuses. Qu'est-ce qu'on fait quand ça ne marche pas, ce traitement conventionnel ? Alors, quels critères on peut retenir pour dire que le traitement conventionnel ne marche pas ? Eh bien, c'est soit une qualité de vie qui reste très altérée, soit des critères qui ne sont pas respectés au niveau de la biologie sanguine et urinaire. Et malheureusement, l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire qu'on peut avoir une qualité de vie altérée avec des symptômes présents et une calcémie qui n'est pas à l'objectif. On peut avoir une calcémie à l'objectif mais des symptômes présents. On peut avoir des symptômes présents et une calcémie qui n'est pas à l'objectif. Et puis, bon, on peut être dans le meilleur cas de figure quand même, dans ce cadre en vert. Donc ça, c'est des données de la cohorte EPI-HIPPO qui avait été présentée au congrès de la Société française d'endocrinologie à Nantes à l'automne dernier. C'est des données qui n'ont pas été publiées à ce jour. Et voici un petit peu la représentation de la répartition de ces 1500 patients qui ont participé à cette cohorte observationnelle. Et donc, on voit que sur ces patients, il y a quand même une majorité de patients qui restent avec des symptômes présents. Alors, je me permets de faire ce petit aparté, mais effectivement, si on a des symptômes présents, c'est parce qu'on l'a dit, l'hypoparathyroïdie, ça va au-delà du seul problème d'équilibration de la calcémie, mais il faut aussi savoir ne pas tout mettre sur le compte de l'hypopara. Un train peut en cacher un autre. Il faut toujours s'interroger, est-ce qu'il n'y a pas une autre explication qui cause ces symptômes ? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une malabsorption au niveau du tube digestif qui crée une résistance au traitement ? Est-ce qu'il n'y a pas une carence en fer, une carence en vitamines autres ? Il y a plein d'autres causes qui peuvent donner ces symptômes qui peuvent être subjectifs dans l'hypoparathyroïdie et communs avec d'autres pathologies. Alors quand tout ça, ça ne marche pas et qu'on a éliminé une autre cause, c'est probablement le moment d'envisager un traitement par parathormone de synthèse, donc la PTH134, qui peut être utile pour des patients sélectionnés. Ensuite, la parathormone, c'est pas un traitement magique. C'est un traitement qui initialement a été développé à l'autorisation de mise sur le marché pour l'ostéoporose. Donc, on l'utilise dans les hypoparathyroïdies résistantes ou pour des patients qui ont une altération de la qualité de vie malgré le traitement conventionnel. C'est un traitement qui a des contraintes. C'est des traitements par injection sous-cutanée, donc à faire tous les jours. Les patients sont éduqués à faire eux-mêmes le traitement. Le stylo, il délivre des doses qui sont fixes de 20 microgrammes. Donc, parfois, souvent, ce n'est pas adapté aux besoins du patient et il y a besoin de personnaliser le traitement et la dose. Donc, il faut récupérer le produit avec une seringue, type seringue à insuline, pour mettre vraiment la dose dont on a besoin. Parfois, une injection par jour ne suffit pas et donc il va falloir passer à un traitement multi-injection, 2 injections par jour. Il faut bien
conserver le traitement au froid, sinon le produit risque de devenir inactif. Il faut varier les points d'injection parce que ça peut faire des stocks de produits sous la peau et du coup l'hormone va moins bien diffuser et le traitement soit moins efficace. Et donc il va falloir débuter le traitement de façon progressive et le titrer. Il y a un équilibre à trouver avec une diminution du traitement conventionnel en parallèle. On diminue le traitement par calcium, on diminue la vitamine D active. Et tout ça est fait à Nantes dans le service de néphrologie sous l'égide de Lucille. Les effets indésirables, bouffées de chaleur, douleurs osseuses, et puis il peut y avoir des allergies. Si on commence un traitement en PTH, là, en injection, et que ça ne fonctionne pas, est-ce qu'il y a moyen de retourner aux autres traitements d'avant ? Oui, bien entendu. Si un patient n'est pas satisfait du traitement par PTH, s'il présente une allergie, on peut arrêter ce traitement par parathormone, en sachant qu'on revient à la situation antérieure, qui était déjà souvent pas optimale, puisqu'on avait proposé ce step-là. Est-ce qu'au moins on a voulu débuter ça là, en début d'année, là, et ça s'est pas fait parce qu'il y avait déjà des problèmes d'approvisionnement de traitement. Donc Oui, alors on est sur une autre problématique, effectivement, avec des produits médicamenteux qui sont de plus en plus souvent en rupture de stock en endocrinologie. Donc le souci, c'est que s'il faut faire yo-yo un mois ça, un mois, il n'y a aucun équilibre possible. Alors, je suis désolée, j'ai pas entendu votre question. Si, avec ces problèmes d'approvisionnement, si on commence un traitement comme ça et que le mois d'après on peut ne pas l'avoir. J'ai pas été informée de rupture de tension d'approvisionnement spécifique sur ce traitement-là. Moi, début janvier, quand on a voulu me mettre ça en place. Alors, il faut savoir que dans l'approvisionnement, en fait, il peut y avoir des difficultés de commande auprès du pharmacien, parce que vous savez, ça fonctionne avec des grossistes. Donc, il suffit que votre pharmacie travaille avec un grossiste qui a des difficultés d'approvisionnement. Votre pharmacien vous dira que c'est compliqué. Mais globalement, si vous faites plusieurs pharmacies, sur ce type de produit, on arrive à s'approvisionner. Et si je peux me permettre, c'est qu'il y a des biosimilaires qui sont arrivés, donc des équivalents génériques, et donc les pharmacies ne le distribuent pas forcément maintenant qu'il y a des génériques biosimilaires, donc c'est peut-être ça aussi qui a bloqué. Il voulait justement me mettre un générique. Ouais. Moi, c'est au niveau du CHU d'Angers. Ouais, d'accord. Nous, les génériques, du coup, il y en a maintenant au moins 5 ou 6, je crois. Clairement, nous, ça a été essayé sur plusieurs patients, notamment à Paris. Il n'y a pas eu d'alerte particulière, donc moi, je commence à prescrire des génériques aussi, et il n'y a pas de souci. Mais c'est, je pense, pour ça qu'il n'a pas été délivré, peut-être le Forsteo directement. Ils ont eu peur de... Surtout que c'est un traitement là qui vaut une fortune, ça. Il y a plus cher, oui, non, mais ça... Bon, alors j'ai un peu dépassé mon temps. Il est temps de conclure. Les messages principaux, c'est que c'est pas une simple histoire de calcium, qu'il n'y a pas une, mais plusieurs stratégies de traitement. Le suivi multidisciplinaire, il est utile pour les cas les plus complexes et toujours personnaliser le traitement pour améliorer le confort de vie et puis limiter le retentissement ultérieur. Le 1er juin, donc, c'est la journée mondiale du lait, c'est maintenant la journée mondiale de l'hypoparathyroïdie. Et puis pour faire le lien avec les présentations à venir, c'est une maladie invisible. Et souvent le premier des traitements, c'est pouvoir poser des mots sur les mots. Et quand on rencontre un patient hypoparathyroïdien là, en consultation pour la première fois, prendre le temps de lui expliquer ce que c'est que l'hypoparathyroïdie, lui dire que c'est maintenant une maladie qui est reconnue dans les affections longue durée, et puis l'accompagner dans ses symptômes, c'est souvent un traitement, le traitement numéro 1. Voilà. Merci. Merci beaucoup Maëlle. Pas d'inquiétude sur le temps, on a prévu une pause déjeuner large, et, donc voilà, s'il y a des questions maintenant, n'hésitez pas. Ouais. Et en fait, j'ai juste une petite question. J'aurais voulu savoir qui est sous Forsteo à l'heure actuelle dans la salle. Parce que moi, c'est un grand pas que j'aimerais, dans l'idéal, essayer de tenter, mais j'ai peur. Non, allez-y. D'accord.
Ok, merci. Il faut le faire, sans regret. Après, par rapport à ça, voilà, n'hésitez pas justement à discuter ensemble. Et on en a discuté hier sur un atelier du coup de TP. Il y a des sous-groupes de discussion sur le forum. Bonjour à tous. Moi, je suis Delphine. Je fais partie de l'association Hippopara France. Pour ceux qui la connaissent, il y a un groupe fermé Facebook où ces questions peuvent être évoquées. Vous cherchez avec la loupe. Et il y a plein d'échanges sur cette question, puisqu'il y a beaucoup de nouveaux patients qui sont peut-être sur des traitements de deuxième intention, qui ont les mêmes inquiétudes que vous. Et il y a beaucoup d'échanges autour de ça, c'est très bienveillant. Et deuxièmement, Hippopara France vient de lancer cette année des cafés virtuels. Il y en a eu un vendredi soir de la semaine dernière. Alors, bien entendu, on ne part pas sur le côté médical, mais sur le côté des inquiétudes et des angoisses, sur ce que ça provoque avec des gens qui sont passés sous Forsteo et d'autres qui ne le sont pas encore. Et ça peut être des questions qui peuvent être remontées à l'association et qui pourront être évoquées dans ces cafés virtuels. Par contre, je précise que les cafés virtuels sont réservés aux adhérents d'Hippopara France. Voilà. Après, il va y avoir un stand pendant le temps du déjeuner, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Je ne suis pas en train de recruter des adhérents, mais je pense que la plupart d'entre vous connaissent la page Facebook qui est libre, que vous soyez adhérent ou pas. Voilà. Exactement, mais pour adhérer, oui, vous pourrez même adhérer tout à l'heure si vous voulez, c'est 15 € par an. Et il y a un site internet qui est réservé, une partie qui est en libre accès, l'autre réservée aux patients adhérents. Et la page Facebook qui est fermée, mais là qui est ouverte à tous les patients, qu'ils soient adhérents ou non adhérents. Et les patients adhérents ont des bonus, j'ai envie de dire, par rapport à ceux qui ne le sont pas. Donc on fait des choses comme les cafés virtuels, des newsletters régulières et des infos auxquelles vous avez accès parce que vous êtes adhérent. Voilà. Exactement, comme on a fait pendant la pandémie, en distanciel, parce que comme c'est une maladie rare, on est partout en France, donc le plus simple, et même nous, au niveau de l'association, on est répartis partout. Donc on utilise des plateformes et des mois en distanciel pour faire ça, et on en a fait un vendredi dernier. Alors des tout petits groupes, bien sûr, pour que tout le monde puisse parler, ça a duré 2 heures. Il y en aura le soir, il y en aura en journée. Alors après, on est aussi malade, donc ça ne sera pas toutes les semaines ni tous les 15 jours, mais ça sera régulier. Voilà. Merci. Pardon. Si vous ouvrez les petites pochettes que vous avez un flyer de l'association dedans. On vous a pas mis l'adhésion, mais l'adhésion, on verra avec vous, on n'a pas osé la mettre dans la pochette, ça faisait un peu... Voilà. Et puis une partie d'entre vous sont déjà adhérents, donc, mais en venant nous voir, on pourra faire ça. Merci. On aurait dû mettre une urne directement. Oui, je voulais savoir concernant le traitement avec le 1-alpha. J'ai le 1-alpha à 5 microgrammes depuis de nombreux mois. Je voulais savoir si ça posait problème sur le long terme. J'ai un peu peur de ce dosage assez fort. Par contre, c'est le seul moyen d'avoir un taux à 2 de calcémie corrigé. Qui a le deuxième ? Alors là encore, il faut s'adapter à chacun. C'est sûr qu'au-delà de 2-3 microgrammes, il faut se poser la question de est-ce qu'il n'y a pas une explication sur pourquoi il y a de tels besoins chez vous. Ensuite, si ce traitement à 5 microgrammes permet d'avoir un taux de calcémie dans la normale basse et évite et ne s'associe pas à une hypercalciurie, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Sur le long terme, c'est plus la biologie, comme disait le docteur Lebras, la calciurie, la créatinine, etc., plus que le dosage du médicament, en fait. Pas d'autres questions ? De toute façon, le docteur Lebras, si je me trompe... Ah oui, je vais passer. Tu seras là cet après-midi pour la... Je reste jusqu'à la table ronde inclus. En tant que psychologue clinicien et conjoint de mon épouse qui est sous Forsteo, je voulais savoir s'il y avait des études qui étaient faites ou des psychologues qui étaient associés ou des psychiatres sur justement les aspects. Est-ce qu'il y a une majoration des états dépressifs ? Est-ce qu'il y a des prises en charge qui sont associées à l'hypoparathyroïdie aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des études qui sont conduites ?
Merci. Sur la qualité de vie chez les patients hypoparathyroïdiens, oui. C'est vraiment un suivi multidisciplinaire, hein, à mon sens, pour les cas les plus complexes, où on va s'appuyer sur tous les corps de métier. C'est d'ailleurs bien détaillé dans le PNDS. Hein, il faut s'appuyer sur le néphrologue, l'endocrinologue, etc. Mais le psychologue et psychiatre sont bien identifiés comme des acteurs essentiels dans la prise en charge. Il n'y a pas systématiquement des symptômes, mais quand il y a des symptômes évocateurs, il faut s'aider des professionnels qui sont susceptibles de nous aider là-dessus. Pour moi, l'hypoparathyroïdie, c'est vraiment... Il n'y a pas une seule personne qui manage le traitement, c'est vraiment une prise en charge collégiale, quoi. Il faut savoir prendre en charge ces patients de façon globale. J'ai une petite dernière question. Les traitements des formes génétiques, est-ce que ça change quelque chose par rapport au post-chirurgical? C'est ça. Alors, pour ceux qui, dans la salle, du coup, seraient potentiellement des formes génétiques. Alors, sur les formes génétiques, l'une des spécificités, c'est que c'est des patients qui... alors, là, j'ai un prisme du coup sur ta question, parce que je suis partie directement sur des hypoparathyroïdies post-opératoires de patients. Non, plutôt des syndromes HDR ou des formes génétiques aussi indéterminées. En gros, des gens qui sont nés avec une hypopara. Voilà. Enfin, après, c'est vrai que c'est souvent des personnes qui ont un petit peu moins de symptômes. Ben, c'est ça, en fait. Il y a une chronicité là, dans l'hypopara qui existe depuis l'enfance, avec des niveaux de calcémie bas qui sont généralement beaucoup mieux supportés que des patients qui ont vu l'hypopara arriver de façon acquise, donc plus tard dans la vie. Donc effectivement, là, il va falloir s'adapter et on n'est pas obligé de viser la fourchette 2 de 20 sur des hypocalcémies plus basses qui sont mieux tolérées. Normaux, je veux dire des petites choses qu'on peut avoir. Je veux dire, moi j'ai une hypocalcémie de naissance et j'étais à 21 ans, donc fait quand même une prise de sang, donc de calcium. Donc j'étais voir un neurologue parce que j'ai des problèmes au niveau au niveau de la tête, et en fait j'avais des calcifications. Et quand j'ai fait ma prise de sang, j'étais à 40 de calcium. Et là j'étais hospitalisé. Personne n'a compris pourquoi j'ai pas été prendre un rendez-vous, voir chez un médecin. Et à chaque fois on me disait, on vous fatiguez. Tout le monde est un peu, je veux dire, on a toujours des petites choses. Alors, des fois, prenez du magnésium, je voyais louche. Et pendant, on veut dire, toute ma jeunesse, j'ai toujours vécu avec des crises violentes. Et en plus, je travaillais en restauration, donc je prenais sur moi. Mais au final, après coup, c'est pas normal. Et... alors, à la décharge du corps médical, hein, on est sur une pathologie très rare, on l'a dit, et le calcium ne fait pas partie des recherches, des éléments standards dans une prise de sang basique. On va regarder le potassium, le sodium, les plaquettes, la numération, mais le calcium, il faut vraiment y avoir pensé pour le prescrire. Ouais, puis quand j'étais à l'hôpital, donc après j'ai été par Monsieur Bataille, je ne sais pas si vous connaissez, donc à Boulogne-sur-Mer. Et qui dit que c'est vrai que beaucoup de personnes ne pensent pas à la recherche de calcium dans une prise de sang classique, parce que c'est un peu plus cher, ou je sais pas, c'est pas quelque chose de courant. Et il dit, je comprends pas que c'est le moteur du muscle et qu'on fait pas une recherche primaire sur des symptômes. Alors on m'a fait le magnésium, prendre du magnésium, mais au final c'est pas ça. C'est pour ça que ces protocoles-là qui restent récents quand même, hein, ces journées comme la journée mondiale de l'hypopara, ça permet de mieux faire connaître la pathologie et de faire que dans l'avenir, on ait davantage ce réflexe. Moi, j'ai fait mes études médicales il y a 20 ans. Je pense qu'on m'a parlé d'hypoparathyroïdie au détour d'un polycopier qui faisait 300 pages. Ça devait faire une ligne, quoi. J'en avais pas entendu parler avant d'être en endocrinologie, médecin spécialiste. Une petite dernière question. Merci. Bonjour, moi je suis accompagnant, donc j'ai aucun symptôme. Par contre, c'est le rôle des médecins généralistes par rapport à cette maladie. Mon épouse a des symptômes réguliers, etc., différents, parfois, un coup en hypo, un coup en hyper, etc. Et quand on a le médecin en face de nous, quand on va aux urgences, quand on a quoi que ce soit, il y a une vraie méconnaissance, en vérité, des vases communicants qu'il doit y avoir entre la vitamine D, le calcium, les PTH, les Si, etc. Et je dirais qu'on pourrait presque, parfois, se retrouver dans des situations d'erreur médicale, in fine, parce qu'ils ne connaissent pas cette pathologie d'hypoparathyroïdie. Voilà, donc après, c'est comment...
La question finale, c'est comment faire pour que mon épouse puisse avoir accès à chacun d'entre vous d'une manière régulière, saine et sereine, et en lien avec son médecin généraliste. Voilà. Alors, l'un des points principaux dans la prise en charge du patient hypoparathyroïdien, c'est qu'il y ait une éducation et que le patient connaisse ses symptômes et puisse répondre à des fluctuations, on va dire, modestes du taux de calcium, en sachant adapter un petit peu ces traitements s'il y a des événements aigus. Et je pense qu'il y a un atelier dans le TP qui est un peu dédié à ça, les situations qui doivent faire penser à adapter son traitement. Ensuite, il est évident que le médecin traitant reste la pierre angulaire dans le système de santé et dans le parcours de soins du patient. Le patient, quand il va voir son médecin spécialiste en consultation, l'objectif, c'est que le courrier soit suffisamment détaillé pour avoir des recommandations, des repères sur comment agir en telle situation. Et puis, il y a quand même des moyens de communication qui font qu'un médecin généraliste, quand il est face à un bilan sanguin qu'il a reçu, il peut contacter une hotline d'endocrinologie, par exemple, dans mon service. Il y a beaucoup de médecins traitants qui peuvent avoir mon mail aussi, où on va pouvoir répondre. Effectivement, le système d'urgent care, les urgences sont pas toujours le plus adapté pour la prise en charge des patients porteurs de maladies chroniques, quels qu'ils soient, en réalité. Les urgences, c'est vraiment que pour les événements aigus. Pour le reste, médecin traitant avec la communication avec les différents spécialistes. Et pédiatre, parce que moi, c'est vrai qu'à l'époque, le pédiatre avait décidé quand j'étais... Excusez-moi, est-ce que je peux juste me permettre d'intervenir sur cette question ? Je vais me lever, c'est à la demande de Lucille. Je travaille avec le CHU de Nantes dans le cadre d'Hypopara France, dans les ateliers d'éducation thérapeutique, et aussi je vais parler au nom de l'association parce qu'on représente les patients qui évoquent cette question avec les médecins traitants ou dans ces situations d'urgence où on se sent pas bien entendu quand on arrive aux urgences. En participant aux ateliers de TP, je vends un peu l'affaire là quand même. On évoque ces questions et on parle, par exemple, dans votre pochette, vous avez la plaquette de l'association. Alors, en fait, comment dire ? Elle ne vend pas tellement l'association, mais elle vous explique plein de symptômes et qu'est-ce qu'il faut faire en cas de crise. Quand vous allez aux urgences, vous pouvez la sortir, vous pouvez la donner à votre médecin traitant, vous pouvez la photocopier, vous pouvez l'acheter en ligne sur le site de l'asso, bref. Et il y a aussi le PNDS que vous pouvez donner à votre médecin traitant. Et en faisant le TP, vous allez avoir plein de petites choses qui font que, tout à l'heure, on parlait, l'endocrinologue qui est là parlait de l'ordonnance en cas de symptômes d'urgence, par exemple. Il y a plein de médecins qui ne savent pas que sur une ordonnance de biologie, ils peuvent marquer aussi souvent que nécessaire en cas de crise. Et vous avez une ordonnance d'urgence permanente qui dure 1 an. Et ça facilite votre prise en charge. Vous pouvez aller au labo 5 fois dans la semaine si vous avez besoin, sans appeler soit votre spé, soit votre médecin traitant. Et c'est ce type d'info qui peut être diffusé pendant les séances de TP ou via l'association et qui peuvent vous aider dans votre quotidien et dans notre quotidien, puisque je fais partie des malades. Voilà, c'était... Merci. Merci à vous. Merci Delphine.